Mes chers camarades, voilà, donc petite séquence amicale pour cette table ronde. Et je tiens à remercier le parti, le premier secrétaire, cette direction nationale, d'avoir permis que les deux groupes puissent avoir une belle séquence en début de ce samedi. On a 1h30, 1h15, pour vous présenter quelques axes forts de nos différentes interventions pendant cette session parlementaire. Vous avez vu les bilans des deux groupes qui sont à votre disposition à l'entrée. Avec Boris, je tiens à vous le dire, je pense qu'on ne le dit pas assez, et Boris sait que c'est un leitmotiv chez moi. Vous avez, avec les 95 parlementaires socialistes, députés et sénateurs, nous sommes le premier groupe parlementaire à gauche au Parlement. Ouais, mais vous savez, parfois, il faut le rappeler, le Parlement, c'est deux chambres et nous sommes 95. Et j'espère que le 24 septembre prochain, puisque nous sommes, vous le savez, en réélection pour la moitié du Sénat, il y a 170 sièges qui sont renouvelables au Sénat le 24 septembre prochain. J'espère, mon cher Boris, que nous allons un peu progresser. Bon, pas de manière spectaculaire, chacun le sait bien, mais notre implantation territoriale fait que eh bien, nous serons de très très loin le premier groupe de gauche au Sénat. Et vous savez aujourd'hui que le Sénat a pris une dimension particulière en lien avec l'actualité politique à l'Assemblée nationale, puisqu'il n'y a plus de majorité absolue à l'Assemblée nationale et que le gouvernement est obligé de gérer, entre guillemets, son poids politique au travers du 49.3. 49.3, je crois, pour le budget 2023, au moins autant pour 2024, sans compter la loi immigration, sans compter la loi de programmation des finances publiques, etc., etc. Donc un gouvernement de plus en plus autocratique et qui malmène le Parlement, et on va essayer d'en parler tout à l'heure. Alors, nos deux groupes travaillent bien ensemble. Il faut qu'on travaille encore mieux ensemble, naturellement, de manière à ce qu'il y ait plus de fluidité, plus de, je dirais, de suivi dans les textes que nous portons. Et je puis vous dire qu'il y a eu un texte, et Jérôme Gage va l'évoquer tout à l'heure dans son intervention, il y a eu un texte sur lequel on n'a jamais autant travaillé ensemble, ça a été le texte sur les retraites. Je crois qu'on peut le dire, mon cher Boris, on a fait vraiment un bon boulot. Vous savez le contexte qui est intervenu à l'Assemblée nationale, un contexte différent, parce que les réalités politiques sont différentes au Sénat, mais nous avons combattu, voilà, 11 jours et 10 nuits. 11 jours et 10 nuits consécutives, et on a failli, non pas gagner, mais on a failli peut-être porter le débat jusqu'au fait qu'il n'y ait pas de vote, mais on a utilisé tous les arguments constitutionnels et du règlement général du Sénat pour nous imposer un vote. Et comme j'ai pu prendre l'image dans l'hémicycle, c'était un peu fort à la mot, quoi. À la fin, on a fini par lâcher devant les hordes de droite qui étaient face à nous. Mais je pense qu'on peut, voilà, c'est un peu de l'auto-satisfaction, mais je crois que vous pouvez être content, je dirais peut-être pas fier, mais presque du travail de vos deux groupes parlementaires. Et tous les témoignages qui vont intervenir dans quelques instants, et je vais m'en arrêter là, vont vous montrer que sur des sujets très différents, on essaye de porter des convictions, des valeurs, un cap politique qui nous différencie de la droite, qu'elle soit la droite la plus réactionnaire qu'on connaisse à l'Assemblée nationale avec le RN, une droite très réactionnaire avec LR, malheureusement au Sénat, qui est en train de prendre un mauvais tournant, et vous l'avez vu avec les déclarations de son président, et puis la droite macroniste, la droite libérale, une autre forme de droite, mais qui pèse sur la vie des Français. Un dernier mot pour dire que vous avez vu le show qui se prépare mercredi prochain. Nous n'y sommes pas invités comme président de groupe. Voilà, on pleure tous les jours. À la table des enfants. Voilà, donc on laisse les grands aller rencontrer le président de la République. Qu'est-ce qui va en sortir? C'est le nouveau gadget de rentrée d'Emmanuel Macron. Il y a eu le gadget du grand débat. Si quelqu'un ici est capable de me dire ce qui est sorti du grand débat, je suis preneur. Il y a le gadget du Conseil national de la refondation. Il y a les conventions citoyennes dont les conclusions ne servent finalement pas à grand-chose. Il y a maintenant cette rencontre, cet objet politique non identifié qui aura lieu en dehors de l'Élysée, si j'ai bien compris, avec les chefs à plumes des partis politiques. Bon, donc je pense que Olivier nous en dira plus tout à l'heure dans son intervention prévue à la fin de la matinée. En tout cas, mes chers collègues, mes chers camarades, mes chers amis,
Sachez que voilà, dès la session extraordinaire, parce que je crois que tu as une session extraordinaire, toi, en septembre, une petite. Nous, on n'a pas de session extraordinaire puisque nous sommes en élection, mais les deux groupes porteront, je vous le dis, porteront un message politique fort dont j'espère vous serez fiers pour défendre nos idées, nos valeurs, nos convictions et surtout une certaine idée de la société, de justice et de progrès social. Merci à toutes et à tous. Juste quelques mots en complément de ce qu'a déjà dit Patrick, et peut-être plus spécifiquement sur le groupe de l'Assemblée nationale que j'ai l'honneur de présider. Et je remercie mes collègues de la confiance qu'ils me font. Je ne suis pas démenti? Bon, ça va. Simplement pour partager avec vous quelques éléments de réflexion et d'analyse sur le contexte qui est celui de l'Assemblée nationale depuis un an. Le groupe de l'Assemblée, groupe socialiste, est pour beaucoup d'observateurs, pour beaucoup de militants, un objet de fantasme. Il y a un objet de fantasme pour le meilleur et parfois pour le moins bon. Dire, mais comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer à plusieurs reprises, c'est que nous sommes dans cette Assemblée dans une forme d'apprentissage permanent. Le premier des apprentissages, c'est celui de la cohabitation avec l'extrême droite. Et ça, évidemment, tu en es encore préservé au Sénat, mais nous avons, face à nous, près de 90 députés d'extrême droite qui sont propres sur eux, mais n'ont pas changé. Ils sont en embuscade, je veux dire qu'ils ne sont pas mauvais du point de vue à la fois de leur façon d'être et de la stratégie qu'ils ont choisi à l'Assemblée nationale de tout voter d'où que cela vienne. Et évidemment, la symétrique ne nous est pas possible. Et nous nous sommes fixés dès le départ une doctrine qui est de demeurer les garants, même si nous devons être les derniers, d'un front républicain et d'un barrage républicain à chaque fois qu'il en va des principes et de la République. Ça veut dire que nous avons refusé leur participation aux instances de l'Assemblée nationale. Et pour ce qui nous concerne, à la différence de la majorité, nous n'avons pas glissé de bulletin Rassemblement national pour désigner les vice-présidents, par exemple. Nous avons fait opposition avec Valérie Rabault à leur participation à un certain nombre de groupes d'amitié avec des pays. On se disait qu'il était quand même compliqué que ce soit l'extrême droite qui nous représente dans les groupes d'amitié. Idem s'agissant d'un certain nombre de groupes de travail. Groupe d'études sur l'antisémitisme avait en première intention été confié à l'extrême droite, ce qui évidemment était non seulement une incongruité, mais une grossièreté cynique. On a même refusé de jouer au foot et au rugby avec eux, certains prétendant que c'était pour pas que je me montre en short, ce qui est partiellement vrai. Ça, c'est le premier apprentissage, et nous ne nous départirons pas de cette règle. Nous serons, si nous devons être les derniers à résister. Le deuxième apprentissage, c'est évidemment celui de l'intergroupe et de notre travail avec des partenaires de gauche, avec lesquels nous avons des différences de culture, nous avons des désaccords, et nous avons aussi beaucoup de convergences. Et tous les mardis matins, nous nous réunissons avec les insoumis, avec les communistes, avec les écologistes. Les plus compliqués ne sont pas forcément ceux qui viennent les premiers à l'esprit, mais c'est un lieu de régulation où l'on dit à la fois nos accords, où l'on construit des compromis à chaque fois que c'est possible, mais où nous affirmons ce que nous sommes et nous affirmons nos lignes de façon résolue. Et d'ailleurs, dans le groupe où l'appétence pour cette union est variable, nous nous sommes fixé une seule règle dans notre travail. Ne pas nous poser la question de savoir ce qu'en pensaient Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Emmanuel Macron, et même François Hollande. On se pose à chaque fois la question de savoir ce que nous en pensons, nous, comme socialistes, parfois sur des sujets sur lesquels nous ne nous sommes pas interrogés depuis longtemps. Et nous avons engagé sur beaucoup de chantiers, et on va y revenir, un travail de fond exigeant, et dont j'espère qu'il sera utile au parti et à la gauche dans son entier. C'est, au fond, reprendre à notre compte ce que Blum disait après le congrès de Tours, on se moque du qu'en dira-t-on. Eh bien, on se moque du qu'en dira-t-on. Ce qui est important, c'est ce que nous en disons, nous, comme socialistes. Puis le dernier apprentissage, c'est celui de cette majorité relative qu'a évoqué Patrick tout à l'heure. Il n'y a pas de majorité. Et en réalité, tout cela est institutionnellement, constitutionnellement dysfonctionnel. On a le cerveau de la 4e République dans le corps de la 5e. Et donc, quand on pense lever le bras gauche, en fait, c'est la jambe droite qui bouge. Et nous avons eu à imaginer
des règles de fonctionnement. Nous avons fait des propositions, nous les socialistes, à la présidente de l'Assemblée nationale, qui n'a pas même accusé réception de nos propositions et qui, de toute façon, en dépit de ses affirmations d'attachement à l'indépendance de l'institution, eh bien, devient le corps docile du président Macron à chaque fois qu'il en va des intérêts du président. On l'a vu sur la fameuse histoire de l'article 40. En tout cas, et c'est ce que nous allons exposer, nous avons à chaque fois joué le jeu du parlementarisme de fait. À chaque fois que nous pouvons ramener des victoires à la maison, nous le faisons. Et nous négocions âprement avec la majorité. Et d'ailleurs, les majorités, texte par texte, qui sont à constituer, je considère, pour ce qui me concerne, que ça n'est pas à négocier avec l'exécutif, mais avec les parlementaires de l'Assemblée nationale. Nous sommes législateurs, nous légiférons, ils exécutent. Et renvoyons finalement dans cette configuration Emmanuel Macron à ce que nous aimerions qu'il soit finalement définitivement. C'est une sorte de René Coty. Voilà, donc en tout cas, ça ne nous a pas empêchés de travailler, de porter des combats. Les parlementaires vont venir à raison de 3 minutes, ce qui est très généreux puisque c'est une question d'actualité et demie, venir parler de ces différents combats et nous allons appeler les 3 premiers intervenants. Merci. Et on applaudit Boris. J'ai manqué à un devoir, puisque Boris a eu raison d'évoquer le fonctionnement de l'Assemblée à gauche avec l'intergroupe. Nous n'avons pas d'intergroupe au Sénat. Nous avons 3 groupes de gauche, PS, PC et Verts. Et nous avons une coordination politique qui nous a vraiment bien servi, notamment à l'occasion du débat des retraites. Donc, sachez que l'union de la gauche, elle est aussi une réalité au Sénat. Donc, nous allons inviter par groupe de 3, effectivement, 3 minutes chacun. Et les premiers intervenants seront Laurence Rossignol, Guillaume Garot et Sylvie Robert, que nous appelons à nous rejoindre. Tu as cité Blum, moi je citerai André Gide. Choisir, c'est renoncer. On aurait pu évoquer des dizaines de sujets. On en a choisi une quinzaine. Voilà, donc sur lesquels on débattra. Mais s'il y a des frustrations, vous pourrez y travailler à l'occasion du débat qui interviendra à la fin de la table ronde. Donc désolé pour les collègues qui auraient pu dire j'aurais pu parler de ceci, pu parler de cela, mais il fallait bien faire un choix avec celles et ceux qui étaient présents. La parole est à Laurence Rossignol, sénatrice qui va nous évoquer la question de la constitutionnalisation de l'IVG, un vrai travail en commun entre l'Assemblée et le Sénat. Ceci dit, en 3 minutes, bon, c'est la première fois que je participe à un speed dating. J'espère que j'aurai un rencard à la fin, mais Patrick, tu me fais signe, Maurice, quand le temps est imparti. Oui, la question de la constitutionnalisation de l'IVG s'inscrit parfaitement dans l'intitulé de la table ronde qui est celui des classes populaires et du message que nous leur envoyons. Tout le monde suit plus ou moins les débats sur le féminisme aujourd'hui et parfois avec un peu de perplexité sur la manière dont les classes populaires perçoivent un certain nombre de débats qui traversent le mouvement féministe. Or, dans les questions féministes, il y en a une qui est parfaitement unifiante, interclassiste, front de classe, appelons-la comme on veut. C'est la question de l'IVG, puisque aussi bien le taux d'adhésion à l'IVG aujourd'hui est au-dessus de 80% dans la population, et le taux d'adhésion à la constitutionnalisation l'est également. Donc nous avons là une revendication féministe, humaniste, unifiante, sur la base de laquelle on veut parler aux classes populaires, parce qu'on peut parler aussi des conditions d'accès à l'IVG. Comment ça s'est passé au Parlement? Eh bien, on a d'abord eu la proposition, je fais court, parce que la proposition de loi Panot a été adoptée à l'Assemblée nationale grâce à une majorité large. Panot en était à l'initiative, simplement. Et au Sénat, une autre proposition de loi a été adoptée avec un amendement qui change, bien entendu, la rédaction initiale. Mon point de vue aujourd'hui, c'est qu'il faut avancer. Il faut avancer, c'est-à-dire que je propose, et nous sommes un certain nombre à y travailler, plus qu'un intergroupe informel, on a un travail avec les associations féministes, la coordination du lobby européen des femmes, dont la présidente est dans la salle parce qu'elle est socialiste, le collectif Ensemble contre le sexisme, et bien entendu la présidente du planning, avec laquelle nous travaillons régulièrement. Il y a un petit exercice intéressant à faire, c'est que l'Assemblée nationale pourrait adopter la version du Sénat. Elle est moins bien, elle n'est pas écrite comme nous on l'écrit, la droite est pour les libertés, nous sommes pour les droits. Bien entendu, ce n'est pas notre rédaction. Et c'est historique. Mais je serais curieuse de savoir ce que ferait Emmanuel Macron une fois
qu'une proposition de loi aurait été adoptée dans les mêmes termes, dans les deux assemblées, et qu'il devrait aller au référendum, puisque c'est ainsi que la Constitution le prévoit, et c'est un cas de figure qui ne s'est jamais posé par le passé. Ce serait une innovation constitutionnelle, une question politique, puisque Macron, depuis le début, dit qu'il soutient cette affaire, mais jamais, quand il ne parle de référendum, il n'évoque la question de la constitutionnalisation de l'IVG, jamais, quand il parle de réforme constitutionnelle et du Congrès, il n'évoque l'IVG. Donc, la proposition que je fais aujourd'hui au groupe socialiste à l'Assemblée, c'est d'avancer sur une adoption conforme à l'Assemblée et de poser la question à la fois des droits des femmes et la question démocratique. C'est bon, Patrick, je suis à combien? 3 minutes. Nickel, merci. Guillaume, pour nous évoquer la question alors qui est extrêmement importante pour nous dans le cadre de sénatorial. D'ailleurs, tu viens dans le Nord faire une conférence, je t'en remercie chaleureusement, dans l'Avesnois, vraiment au cœur rural. Donc, Guillaume Garot sur la question des déserts médicaux et le travail que tu as apporté pour lutter contre cette injustice territoriale vraiment très durement ressentie par nos concitoyens. Tout à fait, Patrick. Chers camarades, donc la question des déserts médicaux, certains d'entre vous l'éprouvent dans leur vie, et c'est vrai que c'est une détresse d'abord. Pour 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant, 8 millions de Français qui vivent dans ce qu'on appelle un désert médical. Alors, vivre dans un désert médical, c'est votre médecin qui part en retraite et puis qui n'est pas remplacé. Donc vous ne savez plus comment faire. Vivre dans un désert médical, c'est attendre des mois avant d'avoir un rendez-vous chez le spécialiste. C'est ça, concrètement. Et c'est ressenti extrêmement vivement et extrêmement durement parce que c'est une profonde inégalité entre nous tous, entre les Français. Et cette inégalité, elle est tout à fait documentée. Parce qu'on entend parfois « Ah, mais la France est un grand désert médical », ce qui est complètement faux. Allez à Biarritz, hein, tout va très bien. Allez à Saint-Jean-de-Luz, allez à Nice, allez à Montpellier. On peut se soigner facilement, et tant mieux. Mais regardons les chiffres de près. Aujourd'hui, il y a 3 fois plus de médecins généralistes par habitant dans les Hautes-Alpes qu'il n'y en a tout près d'ici, dans l'Eure-et-Loir. Si on regarde chez les spécialistes, j'en parlais il y a un instant, il y a 18 fois plus d'ophtalmos par habitant à Paris qu'il n'y en a dans la Creuse. Et du côté des dermatos, Boris, il y a 23 fois plus de dermatos à Paris, non c'est une blague, qu'il n'y en a dans la Nièvre. C'est ça la réalité de l'inégalité dont parlait Patrick face à l'accès aux soins. Et je le disais, c'est très profondément ressenti parce que quand on y réfléchit bien, c'est une entaille profonde à notre pacte républicain. On paye tous les mêmes cotisations sociales. On s'acquitte tous des mêmes impôts et on n'a pas le droit à la santé de la même façon. Ça veut dire que la République n'est pas capable de garantir la promesse d'égalité qu'elle nous fait. Alors pour terminer, qu'est-ce que nous proposons? Eh bien, c'est la régulation de l'installation de nos médecins, qu'ils soient généralistes ou spécialistes. Cette régulation, elle existe pour les autres professionnels de santé. Elle existe pour les pharmaciens. Elle existe de façon très récente maintenant pour les chirurgiens dentistes. Nous proposons la même chose pour les médecins en disant n'allez plus vous installer là où il y a suffisamment de médecins, mais allez là où il y a des vrais besoins de santé, là où vos patients vous attendent. Et pour terminer, parce qu'il me reste encore 15 secondes, le combat qu'on mène là, c'est un combat républicain et donc c'est un combat contre le Front National. C'est un combat contre le populisme. C'est un combat contre l'extrémisme. Parce que chaque fois que les déserts médicaux avancent, on le sait bien, c'est la République qui recule. Et le Front National se nourrit de tout cela. Alors moi, je suis fier de porter ce combat à l'Assemblée au nom des copains du groupe. Et je suis fier de le porter au nom des valeurs qui sont les nôtres. Je vous remercie.
Ah oui, c'est vous qui... D'accord. Alors, on a eu un été qui a été éprouvant pour les médias. On a été les témoins accablés et inquiets de la grève des journalistes de JDD, une bagarre âpre, mais qui s'est achevée par une défaite. Et le premier numéro ressorti du JDD, au fond, a tenu les promesses que nous craignions. C'est devenu un journal avec une ligne d'extrême droite. Et donc l'indépendance des médias, sur lequel Sylvie Robert a beaucoup travaillé, fait partie des préoccupations et des combats que nous menons. Absolument. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'aurais pu vous parler culture de façon générale parce que je voulais quand même vous dire qu'aujourd'hui, vu la menace qui pèse sur un certain nombre de spectacles pour les saisons à venir, la liberté de création artistique est vraiment menacée par l'extrême droite, notamment. Dans le champ culturel, et soyons très très vigilants, dans le champ culturel, il y a effectivement les médias, la presse et l'audiovisuel. Je vais parler des médias de façon générale et singulièrement de la presse, mais je voudrais aussi vous mettre en garde et être très vigilant sur la question de l'audiovisuel public, parce que là aussi, l'audiovisuel public est en danger. Il subit depuis plusieurs années à la fois de nombreuses attaques et le gouvernement l'a affaibli là aussi depuis de nombreuses années. Et nous avons été témoins d'une proposition de loi au Sénat qui veut la fusion des différentes maisons de l'audiovisuel public qui pourrait vraiment encore plus le fragiliser. Alors c'est vrai que nous avons mené avec David Assouline pendant plusieurs semaines une commission d'enquête sur la concentration des médias. Ça a été un travail long, extrêmement documenté. Moi, je vous recommande vraiment de regarder ce rapport qui est toujours d'actualité. Et dans les préconisations que nous avions faites à l'issue de ce rapport, on avait déjà senti non seulement le danger d'un développement de cette concentration aux mains de quelques industriels, mais que là aussi, il y avait menace sur ce qui nous est cher, à la fois le pluralisme, la diversité, l'indépendance des médias. L'affaire du JDD cet été a été terrible. Et je crois que vraiment on peut saluer la résistance des journalistes pendant plusieurs semaines, vous avez vu, ils ont résisté et malheureusement, ils n'ont pas pu en tout cas gagner. Alors nous avons décidé, vraiment dans l'urgence, de déposer une proposition de loi pour protéger les rédactions. C'est assez simple. À partir du moment où... parce que vous savez que la presse bénéficie d'aides directes et d'une TVA à 2,1. À partir du moment où on peut conditionner, et c'est le modèle du monde, l'acceptation d'un chef de rédaction eh bien, à la majorité relative avec une participation d'au moins 50% des journalistes, c'est possible de pouvoir bénéficier de ces aides. Donc c'est une conditionnalité des aides. Par contre, si ça n'est pas envisagé comme ça, et ça l'a été forcément dans le cas du JDD, eh bien, la presse, en tout cas le journal, ne pourra pas bénéficier de ces aides. C'est un levier assez puissant. Il y a d'autres dispositions dans la PPL, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que cette affaire va continuer. Vous avez vu que la Tribune va sortir un nouveau, en octobre apparemment, un nouvel hebdomadaire le dimanche. Je crois que la question de l'indépendance des médias, du pluralisme est fondamentale. L'extrême droite l'a bien compris parce que ce qui pèse aujourd'hui à la fois sur les consciences, sur l'imaginaire et forcément sur l'ensemble de notre pays, ce sont les médias. Et je crois que Vincent Bolloré est en mission et aujourd'hui, il va falloir qu'on soit extrêmement puissant pour le combattre. Je vous remercie. Bravo. Ouais, parfait. Voilà pour le premier panel, mes chers collègues, mes chers camarades. Vous voyez que ça punch au niveau des parlementaires. Merci à vous trois. Donc vous allez... Ah bah oui, voilà, vous retournez à vos places. Donc David Assouline n'est pas encore arrivé, mais j'attends son retour. Donc je vais déjà nous allons appeler avec Boris Philippe Brun, et Christine Pires-Beaune et Jérôme Durin à nous rejoindre. Christine. Ah, Christine est là. Et donc, dans l'attente de David, c'est Philippe qui va prendre le premier la parole. Il s'est battu sur bien des sujets à l'Assemblée nationale et il a repris au fond le flambeau qui avait été celui longtemps des socialistes, celui des nationalisations, celui de la défense de la base industrielle française, celui de la défense d'un pôle public de l'énergie et d'une grande entreprise dont on est fier qu'elle le soit, mais qui est menacée de démantèlement. Il a utilisé ses pouvoirs d'enquête sur pièce et sur place comme commissaire spécial aux participations de l'État. Philippe va nous parler d'EDF. Merci Boris pour cette introduction.
Mes chers camarades, nous nous apprêtons à vivre l'une des rentrées les plus désastreuses pour les familles françaises. L'augmentation des prix alimentaires de 18% sur un an, l'explosion des prix de l'énergie. L'électricité a augmenté de 10% au mois d'août après avoir augmenté de 15% en février. Et le pire dans tout ça, c'est que le prix de l'électricité reste très largement subventionné. Rendez-vous compte qu'en 2 ans, nous avons dépensé presque 100 milliards pour subventionner le prix de l'électricité afin qu'il n'explose pas. Pourtant, dans notre pays, on produit toujours l'électricité au même prix, avec nos vieilles centrales nucléaires, quoi qu'on en pense. Et ce désordre énergétique, ce chaos énergétique explique en grande partie l'explosion, y compris des prix alimentaires, qui ont des causes énergétiques et les grandes difficultés pour le pouvoir d'achat des Français. La raison de ce désordre, la raison de ce chaos énergétique, c'est d'avoir, avec, j'ai envie de dire, persévérance, durant les 20 dernières années, détruit le service public de l'électricité et livré l'électricité au marché, ce qui n'aurait jamais dû être le cas. L'électricité, telle l'eau, telle l'air, est un bien public qui ne saurait faire l'objet de marchandage, qui ne saurait faire l'objet de spéculation comme c'est le cas aujourd'hui. C'est le sens de ce que nous avons voulu faire avec cette proposition de loi qui est, je le rappelle, la seule proposition de loi d'opposition de l'Assemblée nationale à avoir été adoptée 2 fois contre l'avis du gouvernement depuis le début de cette législature. Que fait cette proposition de loi? D'abord, elle garantit la propriété publique d'EDF. Le gouvernement a pour projet de démanteler le groupe EDF et de vendre ses activités rentables dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine des réseaux et des services à l'énergie. Par cette proposition de loi, nous rendons ces actifs incessibles et nous faisons donc d'EDF le pilier de notre stratégie industrielle et de notre stratégie énergétique pour la France du XXIe siècle. Et puis, dans cette proposition de loi, nous rétablissons les tarifs réglementés de l'électricité pour les consommateurs, bien sûr, mais surtout pour les petites et moyennes entreprises, pour les boulangers. Et j'imagine bien que dans vos territoires, dans vos sections, vous avez vu dans les villages les drames que vivent aujourd'hui nos commerces de proximité. Moi, dans ma circonscription, j'ai 10 boulangeries qui sont aujourd'hui en difficulté. On en parlait hier avec Stéphane Ravaclé, qui est notre secrétaire national à l'artisanat et qui est boulanger à Besançon. Ce chaos énergétique, nous devons le combattre de toutes nos forces et par cette proposition de loi, on rétablit un tarif réglementé qui protège nos commerçants de la spéculation. Voilà ce que nous avons voulu faire. Maintenant, rendez-vous, Patrick, au Sénat, puisque le Sénat a adopté la loi en première lecture et nous attendons l'adoption en deuxième lecture, une adoption définitive à la rentrée. Ce sera, je l'espère, la première proposition de loi d'opposition à être adoptée contre l'avis du gouvernement du début à la fin. Merci. Merci. Et je te confirme que ta PPL est prévue à être inscrite dans la plus vite et la plus proche niche au sein du Sénat. Niche socialiste. Les autres, je ne pourrais pas les évoquer. Christine va prendre la parole. Christine a mené de nombreux combats. Elle va en évoquer un premier, qui est le résultat d'un travail qu'elle a conduit comme députée en mission, après une négociation en live avec le cabinet de la Première ministre, où il nous demandait de retirer un amendement, et nous disions, nous le retirons, si vous confiez à Christine Pires-Beaune une mission sur le reste à charge en établissement pour personnes âgées. Et à quelques secondes de voter le texte, ils nous ont dit qu'il y aurait 2 députés. J'ai dit, Christine Pires-Beaune n'a pas besoin d'être cornaquée par la majorité. Nous maintenons le texte. Et donc, du coup, ils ont cédé. Christine a travaillé pendant 6 mois sur ce sujet-là dont elle va nous parler. Et puis, par ailleurs, a mené un combat dont Olivier aurait pu être le porte-parole ce matin, mais il a d'autres impératifs, qui est celui des super-profits. Christine. Bonjour à toutes et à tous. Alors, peut-être commencer par le deuxième, Boris, si tu m'y autorises, c'est-à-dire la taxation des super-profits, parce que... Alors, 2 sujets en 3 minutes, je vais peut-être un peu déborder, si vous voulez bien, 4 minutes et demie. Taxer les super-profits, ça a été le combat, mais pas de 2023, ça a été le combat depuis 2022. Et notre première action, et j'ai envie de vous dire, ça a été le premier amendement qui a été porté par les socialistes,
ça a été au moment du projet de loi de finances rectificative, juillet 2022, où j'ai défendu un amendement au nom du groupe pour taxer les superprofits des pétroliers, des gaziers, mais aussi des entreprises de transport, notamment maritimes, et des concessions autoroutières. Et cet amendement, on est en juillet 2022, a failli passer. A failli passer parce que je crois que c'était 96 voix pour et 114 voix contre. Vous voyez qu'il y a peu d'écart. À l'époque, Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, ne savait pas ce que c'était qu'un super profit. Depuis, il a fait un petit peu de chemin. Il a compris ce qu'était un super profit, mais le gouvernement ne comprend toujours pas l'utilité de mettre à contribution, parce que, en fait, taxer les super profits, c'est pas une fin en soi. C'est un besoin pour financer nos services publics, mais qui va quand même à l'encontre d'une politique économique et fiscale qui est à l'œuvre, pas seulement depuis ce mandat-là, qui est à l'œuvre depuis 2017. Je vais vous donner un chiffre, les aides aux entreprises publiques. En 40 ans, on est passé de 3% à 8% et demi du PIB sur les aides publiques, en incluant l'exonération des cotisations. Et si on prend le coût des exonérations juste en faveur de l'emploi, je vais vous donner un chiffre, c'est 81,8 milliards en 2022, 81 milliards d'exonération en faveur de l'emploi pour les entreprises, contre 39 milliards en 2017. Alors vous voyez bien il y avait un schéma très intéressant qu'il faut que vous ayez en tête, c'est la contribution des ménages et la contribution des entreprises. Et l'évolution de cette contribution des ménages et des entreprises au financement des services publics. Donc on a mené ce combat sur les superprofits à l'Assemblée et au Sénat. Et on va continuer évidemment dès le prochain PLF pour 2024, parce que non seulement c'est un besoin, mais c'est aussi moral que de mettre à contribution, en fonction des capacités, ces entreprises qui ont fait, et pour certaines de manière éhontée, des profits colossaux en profitant des différentes crises. Le deuxième sujet, c'est celui du reste à charge en EHPAD. Alors, on a, et Jérôme Guedj, je pense, y reviendra, on a une proposition qui englobe le champ du grand âge, qui est une proposition de loi que Jérôme a préparée, qui englobe tous les champs du grand âge, du domicile à l'intermédiaire, en passant par les transports, etc. Moi, j'ai un tout petit angle d'attaque qui a été le reste à charge. Parce que quand on pense grand âge, on pense évidemment, et c'est la priorité, c'est la prise en charge des personnes. C'est le personnel, c'est le manque d'attractivité des métiers, c'est l'organisation d'une meilleure organisation entre le domicile, l'intermédiaire, l'EHPAD, parce qu'on aura toujours besoin d'EHPAD demain. Mais le reste à charge, c'est-à-dire quand vous vous placez du côté des résidents, quand vous vous placez du côté des familles, on a un problème. On a un problème parce qu'aujourd'hui, le reste à charge moyen, c'est plus de 2 300 € en prenant l'hébergement et la dépendance. Et quand vous prenez que l'hébergement, c'est 2 000 €. Vous connaissez le montant moyen des pensions et vous vous dites, mais c'est juste pas possible. Et c'est juste pas possible parce que vous avez plus de 70% des résidents, il faut que je fasse vite, 70% des résidents qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les revenus suffisants tous les mois pour payer l'EHPAD, pour payer leur maison de retraite. Et face à ça, on a un système d'aide totalement inique qui fait qu'en fait, ce sont les plus modestes qui payent réellement l'EHPAD et les autres s'en tirent plutôt bien avec un système de tarification qui fait que vous payez dans les établissements publics une place tarifée à l'aide sociale alors que vous pouvez avoir 3 000, 4 000 € de retraite. Donc on a un combat à mener de manière générale sur le grand âge, sans oublier, parce qu'on est dans un pays qui peut tout faire, c'est-à-dire bien prendre en charge les personnes âgées, bien payer les personnels, mais aussi faire que la solidarité familiale et la solidarité nationale jouent pour que, évidemment, l'EHPAD, si besoin, puisse être accessible à toutes et à tous. Je vous remercie. Merci Christine. Et il faudra que nous ayons le courage politique de porter un réel cinquième risque dans ce pays, avec les mesures financières et fiscales que tu évoques. Je vais passer la parole à Jérôme Durin. Jérôme Durin, c'est le monsieur sécurité au sein du groupe socialiste au Sénat. C'est un brave.
Ah, il y en a qui ont compris. Voilà, puisque Jérôme a passé un mois avec la Brave, non, un jour. Ça t'a suffi, je crois, comme expérience. Et ça lui a donné l'occasion d'être présent, d'ailleurs, sur tous les plateaux de France et de Navarre, pour rappeler cela, des images extrêmement fortes. Hein, et nous avons vu que tu pouvais courir vite derrière les gens de la Brave, hein, mais tu étais là. Plus sérieusement, la question des relations entre la police et la population. La police dans la République aujourd'hui est pesée avec un ministre de l'Intérieur qui joue, je pense, avec le feu. Il est loin le temps où on applaudissait les policiers après les attentats de 2015. Aujourd'hui, il faut retrouver ce lien et je pense que les socialistes ont des solutions à proposer manifestement. Jérôme, tu as la parole et merci pour ton engagement sur un sujet aussi important. Merci Patrick, merci pour cette introduction et ce rappel de la Brave. Je fais des choses très bien aussi. Alors la sécurité, c'est un chantier, c'est d'ailleurs des chantiers. Et les socialistes que nous sommes, on est coincés entre plusieurs positions. Finalement, la sécurité, c'est un truc de droite, où la police tue. Et je crois qu'on ne se retrouve ni dans l'un ni dans l'autre. La sécurité, c'est d'abord une demande sociale. Et c'est une demande sociale des plus modestes. Je pense que notre amie Arlette Carlotti est dans la salle. À Marseille, dans les quartiers nord, la demande de sécurité, ça veut dire quelque chose face au déferlement de stupéfiants dans le pays. Pour illustrer cette demande de sécurité et les positions qu'on a à prendre, j'ai voulu retenir quelques sujets. Premier sujet, c'est le divorce entre la police et la population. Alors évidemment, c'est réfuté par le ministre de l'Intérieur, mais il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce pays entre la police de la République et ceux qui sont censés travailler avec elle ou en subir les effets. Quelques exemples, les refus d'obtempérer. On a une inflation de tirs mortels dans ce pays bien davantage que dans d'autres pays. La question du maintien de l'ordre, là aussi, qui est particulièrement violent, inadapté, la doctrine d'emploi doit être revue. Et puis tout ce qui touche aux discriminations, aux faits de racisme. On a quand même deux affaires sinistres qui ont abîmé notre débat public et notre société. L'affaire Michel Zecler qui avait débouché sur un pauvre beau de la sécurité et l'affaire Naël que tout le monde a hélas en mémoire. On mène des combats sur la transparence, l'indépendance de l'IGPN par exemple, et ce combat-là n'est pas encore gagné. Deuxième sujet, c'est celui des stupéfiants. Il y a une guerre qui est en train de se conduire dans notre pays avec un déferlement, une submersion par les stupéfiants. Et cette guerre, nous sommes en train de la perdre. C'est une guerre qui appelle des arbitrages entre nous. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, sur le cannabis? J'étais hier à un atelier où des propositions ont été faites. Je ne suis pas sûr qu'on soit tous d'accord, mais à un moment, il va falloir trancher cette question. Et puis, il y a une guerre qui suppose des moyens, et on a mené un combat très puissant au Sénat avec une commission d'enquête dont j'avais la chance d'être le rapporteur, sur la réforme de la police judiciaire, parce que pour combattre la criminalité, il faut des moyens et il faut une police qui soit structurée. Ce n'est pas en défaisant la police de Clémenceau, les brigades de Tigre, qu'on fera du bon boulot. Troisième sujet, c'est qui fait quoi? C'est le continuum de sécurité. C'est un peu techno, ça concerne plutôt les élus locaux, mais la police de la République, l'État régalien, il va jusqu'où? Et les collectivités commencent à partir de quel point? Est-ce qu'il faut qu'on ait des officiers de police judiciaire dans les municipalités? J'en suis personnellement pas sûr. La question derrière, c'est l'État qui se désengage et qui a tendance à vouloir faire régler la question de la sécurité par les municipalités. Ça pose plusieurs problèmes. Celui d'égalité républicaine pour chacun des citoyens de ce pays devant la sécurité. On imagine bien que ce n'est pas réglé de la même façon dans certaines communes du littoral de la Côte d'Azur qui sont dotées de moyens exorbitants, et où les polices municipales ont plus de moyens même que la police nationale, qu'ailleurs. On ne peut pas, en tant que socialiste, avoir une sécurité en peau de léopard parce qu'elle serait ici bien assurée, parce que les municipalités en ont les moyens et la volonté, et ailleurs, non. Et puis, dernier sujet, c'est la technologie. Je termine sur la technologie. La technologie, c'est c'est la nouvelle pente sécuritaire. On veut mettre des caméras partout. On s'est battu contre la vidéosurveillance algorithmique. On s'est battu contre la reconnaissance faciale. Vous voyez, il y a beaucoup de combats pour les socialistes. Il y a quelques arbitrages entre nous, mais on mène le combat, soyez-en sûrs. Merci. Voilà pour ce deuxième panel. Je vais inviter Jérôme Guedj, Marie-Pierre de la Gontrie
et Claude Rénal à nous rejoindre. Marie-Pierre, Jérôme et Claude. Claude est là, ici, il est là. Je l'ai vu arriver. Sur des sujets différents. Dominique Potier, laisse passer Claude, sinon il va t'écraser. On va démarrer ces 3 interventions par Jérôme Gage, qui est déjà intervenu sur le sujet des retraites, mais qui va y revenir là, et qui, sujet très connexe, évoquera aussi le grand âge et la proposition de loi dont il est porteur et que nous pourrions poser sur la table du président de la République à travers la rencontre qu'il a promis au chef de parti mercredi prochain. Jérôme Gage, il est plus connu maintenant sous son nom de scène, qui est inspecteur Gadget, parce qu'il n'a rien économisé des pouvoirs du Parlement, et notamment de ceux qui sont les siens comme coprésident de la mission d'évaluation et de contrôle des comptes de la sécurité sociale. Et il est allé chercher les informations que le gouvernement prétendait ne pas avoir, et parfois qu'il n'avait pas. Parce qu'il y a eu beaucoup de débordements. 3 minutes. Ah, très bien. Je le recommence pour ne pas perdre. Voilà, c'est parti. Que ce soit à l'Assemblée nationale et au Sénat, les socialistes ont été en pointe de la bataille des retraites. Ils l'ont fait en étant opiniâtres, en étant sérieux et en étant résolus. À l'Assemblée nationale, dans des conditions qui étaient parfois pas simples, mais je ne vais pas m'appesantir parce que je l'ai fait au nom de l'ensemble des socialistes, mais mettre en difficulté Olivier Dussopt a été un moment de délectation assez gigantesque. Et je le dis, le fait d'avoir pointé le mensonge en usant, un peu comme Philippe l'a fait, des prérogatives, et c'est la gauche sérieuse qu'on incarne, c'est-à-dire de vraiment utiliser tous les outils dont on peut disposer au Parlement, comme Philippe l'a fait sur EDF. Moi, je l'ai fait en allant chercher les chiffres quand Dussopt fanfaronnait, que les autres ministres avaient complètement déliré en disant 2 400 000, on ne savait plus le nombre de bénéficiaires des 1 200 €. Vous connaissez l'histoire, mais à travers ce moment-là, ça a été le fait de dire que les mesures de compensation que vous annoncez, en réalité, elles n'ont pas d'impact aussi massif. Et ça a eu un effet de bascule important. Le deuxième élément qui a été crucial dans l'opiniâtreté de notre travail, c'est que nous avons été capables de proposer des solutions alternatives avec tout un paquet de financements. Nous avons dit, on ne conteste pas le fait qu'il y a un déficit programmé du système de retraite. Simplement, vous avez décidé de lever un impôt sur la vie. Nous vous proposons de mieux partager les richesses. Et c'est la vingtaine, la trentaine de propositions, la taxation des super-profits, revenir sur les exonérations de cotisations sociales. Enfin, on avait toute une palette de propositions qui ont incarné la crédibilité de ce qu'on fait. Et je vous le dis, on va continuer à le faire dans le PLFSS qui va venir, parce qu'après avoir fait l'impôt sur la vie avec 2 ans de plus, là, ils inventent à nouveau l'impôt sur la maladie en doublant les franchises médicales. Et donc, on a popularisé le terme d'impôt sur la vie, on va populariser le terme d'impôt sur la maladie, parce que c'est revenir sur les principes de la sécurité sociale, les bien portants solidaires des ceux qui sont malades. Là, c'est les malades qui payent pour leur propre prise en charge. C'est une remise en question du beau et grand principe d'universalité de la sécurité sociale. Le combat sur les retraites, on l'a dit hier, on va continuer de le mener. C'était les socialistes à l'Assemblée nationale qui ont déposé la première proposition de loi d'abrogation. Il s'avère que c'est Lyotte qui avait la niche, donc c'est eux qui ont pu la défendre. Mais le 14 avril 2024, un an après l'adoption de la loi, nous pourrons redéposer, parce qu'il faut continuer à mener la bataille, un référendum d'initiative partagée pour pouvoir demander l'abrogation. Peut-être même, on en reparlera à chacune des niches qui viendront, nous pourrons faire les choses. Il me reste exactement 10 secondes, je vais faire comme dans la pub, pour vous dire que oui, nous allons mener la bataille par ailleurs du grand âge. Les socialistes à l'Assemblée nationale, mais aussi en lien étroit avec nos collègues du Sénat, puisqu'on avait évoqué ça dans nos journées parlementaires il y a tout juste un an, nous avons déposé la proposition de loi grand âge que le gouvernement refuse de faire depuis des années. C'est 160 articles pour vieillir dans la dignité, avec le reste à charge qui est voté Christine, mais aussi toute une série de propositions. Et le message que je vous fais passer, en lien avec le parti,
nous devons faire une mobilisation citoyenne autour de ces enjeux. Il y a déjà un certain nombre de dates qui sont prévues. Un Tour de France s'organise avec les députés qui ont porté la proposition de loi. Et donc, dans vos fédérations, dans vos villes, dans vos conseils départementaux, n'hésitez pas à nous solliciter. On va mener la pression sur ce sujet de manière résolue, de manière aussi un peu transpartisane, parce que tout le monde demande enfin une loi de programmation grand âge. Ils refusent de le faire pour des mauvaises raisons qui sont essentiellement budgétaires. Nous voulons garantir le droit à vieillir dans la dignité. C'est des grosses secondes. C'était 10 grosses secondes. Merci Jérôme. Vieillir dans la dignité, et à un moment donné, il faut permettre de mourir dans la dignité, de pouvoir partir quand on a décidé, quand on a voulu. Et nous avons porté avec Marie-Pierre ce sujet. Je vais te laisser la parole. Il faut, mes chers camarades, arrêter de procrastiner avec ce droit majeur, peut-être le droit le plus important que chacun peut avoir, de pouvoir partir quand il le souhaite. Alors, je démarre le machin. Hop. Bonjour à tous. Oui, on a voulu porter ce sujet depuis maintenant 3 ans au Sénat, sur le droit de mourir dans la dignité, sur le droit à une fin de vie digne. Et je dois dire que ce sujet illustre 2 circonstances très spécifiques. La première, c'est que ça incarne le fait qu'on peut porter des propositions transpartisanes, et à l'heure où, à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de majorité, et qu'au Sénat, on a affaire à des gens qui, quand même, essayent de ne pas être trop rigides sur l'opposition. On arrive à faire bouger des lignes. Je dis ça pour ceux qui peuvent se dire, mais finalement, à quoi ça sert d'être parlementaire? Ou plutôt, à quoi servent nos parlementaires? Et sur la fin de vie, nous avons proposé une première proposition de loi en 2021. Nous avons constaté avec une surprise agréable que, je vous rassure, on a été battus, mais de très peu, alors que le Sénat est extraordinairement conservateur numériquement. Et il y a une conjonction de textes analogues portés à l'Assemblée, aussi bien par Olivier Falorni, notre ancien camarade, que par Jean-Louis Touraine, En Marche, que par LFI, voire même par DLR. Et l'article essentiel a été voté, et le texte aurait été voté s'il n'y avait pas eu une obstruction massive faite par 4 députés LR. Si j'évoque ce point, c'est que le Parlement est une formidable caisse de résonance pour des sujets qui pourraient, au fond, rester en dessous du niveau de la communication, etc. Et c'est une curiosité, et j'en viens à mon deuxième point. Pourquoi est-ce que Macron... Moi, je ne le connais pas, et je n'ai jamais très bien compris ce gars, mais pourquoi est-ce que, sur un sujet pareil, bon, voilà un gars, on est entre nous, voilà un gars qui a une popularité qui est inégale. Sur le sujet de la fin de vie, il aurait un soutien massif, mais massif, des Français, tout âge confondu, toute conviction religieuse confondue, et pourtant il ne bouge pas, il procrastine, comme disait Patrick tout à l'heure sur les différentes conférences, etc. Et ça continue. On nous annonce un nouveau projet de loi pour septembre, avec une ministre qui essaye de mettre un peu tout le monde d'accord, et pourtant, tous les obstacles qu'il a imaginés tombent. La conférence citoyenne, qui finalement conclut favorablement. Même le Comité national d'éthique ou l'Académie de médecine ont décidé désormais qu'il fallait avancer. Alors, pour reprendre un petit peu l'accroche qu'avait utilisée Laurence sur l'IVG, ça concerne les classes populaires. Parce que, d'une part, il faut savoir que la réponse sur « Ah, mais les soins palliatifs » est une blague. Il y a un quart des départements en France qui n'ont pas de soins palliatifs. Et en revanche, si vous êtes en fin de vie, vous souffrez, c'est irrémédiable, c'est incurable, c'est une douleur insurmontable, vous avez la possibilité, absolument sinistre, de payer très cher pour aller à l'étranger, c'est-à-dire que vous allez mourir dans un autre pays, et encore si vous êtes dans la capacité de le faire. Je terminerai par une illustration. Nous avons une camarade que certains ici ont certainement connue, qui était secrétaire d'État aux personnes âgées de Lionel Jospin, Paulette Guinchard-Kunstler. À l'époque, elle était défavorable à cette évolution. On en parlait beaucoup moins, c'était il y a un certain temps. Elle est tombée gravement malade, et à un moment, avec sa famille, ils ont décidé que
voilà, qu'il fallait peut-être envisager d'en terminer. Elle est allée à l'hôpital de Besançon, pensant peut-être, je dis ça, c'est pas indiscret, hein, elle a voulu que son histoire soit connue, hein, elle a demandé que Marie-Guy Dufay la raconte, etc. Et donc on lui a dit, mais non madame, vous n'allez pas assez mal, vous souffrez, vous allez mourir, mais vous ne pouvez pas bénéficier des lois Claes-Leonetti, etc., etc. Et elle a décidé de partir mourir en Suisse. Elle a demandé qu'autour d'elle, on le dise, et pourquoi est-ce que finalement elle était devenue favorable. Donc ce combat, on le mène au Parlement, de manière... Et je pense, c'est peut-être prétentieux, je pense que c'est nos combats à l'Assemblée comme au Sénat qui vont finalement amener enfin Macron à bouger, sachant que, encore une fois, ce serait pourtant une modalité qui ne serait pas très difficile pour lui, puisque les Français y sont favorables. Voilà pourquoi je porte ça de manière très déterminée avec nos collègues sénateurs et députés. Merci beaucoup pour cet engagement et ce combat, cette constance. Merci Marie-Pierre. Marie-Pierre a dit dans son propos, finalement, on peut s'interroger à quoi ça sert d'être parlementaire. À proposer des lois, mais aussi à contrôler l'action du gouvernement. Et je le dis à nos collègues députés, c'est vrai que le Sénat, depuis maintenant quelques temps, a une dimension d'épouvantail par rapport au pouvoir exécutif. Et le dernier épouvantail, vous l'avez là, c'est Claude Raynal, que je vous demande d'applaudir, puisque le fonds Marianne et la mise en cause de Marlène Schiappa, je vais passer la parole à Claude Raynal, président de cette commission de contrôle. Merci, bonjour à tous. Alors, quelques mots, mais je ne vais pas vous parler du fonds Marianne. D'abord parce qu'on en a beaucoup parlé et peut-être trop parlé, en tout cas. Mais je vais essayer de le ramener plutôt au sujet, qui est finalement en quoi nos commissions d'enquête peuvent être au service des classes populaires. Il me semble que c'est le point de ce matin et c'est le point intéressant. Regardons-le comme cela. Sachant que cette affaire du fonds Marianne, en 2 mots, vous le savez, elle est partie de la presse, de France 2 et du journal Marianne, qui ont fait un article mettant en cause donc la manière dont les fonds du fonds Marianne avaient été attribués par le ministère et en particulier par la ministre Schiappa. Bon, c'est parti de là et tout de suite, ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est parti de manière invraisemblable par rapport au sujet. Si je devais le mettre en matière financière, puisque je suis président de la commission des finances, ce n'est pas un sujet financier, de toute évidence. Par contre, si on le ramène à l'individu, à l'association, eh bien, donner 300 000 € à une association qui le gaspillerait, pour les individus, ça, c'est très important. Nous, on gère plutôt le milliard d'euros aujourd'hui à la commission des finances que la question de 300 000 €. Mais pour chacun d'entre nous, et pour chaque responsable d'association en particulier en France, eh bien, c'était des montants considérables. Et puis, il y avait évidemment tout ce qu'il y avait derrière le fonds Marianne, c'est-à-dire qui était né après l'assassinat de Samuel Paty, comme on s'en souvient, et qui avait été amené par la ministre comme une réponse du gouvernement et de l'État à cette situation et à cet assassinat horrible. Et c'est finalement tout ça qui a suscité une espèce de passion très, très vive, très rapide autour de la personnalité de Marlène Schiappa d'un côté et évidemment autour des enjeux du séparatisme et du rappel de l'assassinat du professeur. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'à ce moment-là, pourquoi on intervient? On intervient, et j'interviens à la demande du parti notamment, et du groupe, pour une raison qui est très simple. À ce moment-là, arrive sur ce sujet tout un ensemble d'intervenants. Alors, vous avez tous les gens qui remettent en cause l'autorité de manière générale, qui interviennent massivement sur les réseaux sociaux. Vous avez évidemment tous ceux qui ont envie de remettre en cause la politique contre l'islam politique et qui se disent c'est une occasion d'affaiblir ces politiques-là et qui se mettent évidemment là aussi sur les réseaux sociaux et de manière considérable. Et puis, à l'Assemblée nationale, évidemment, le Front National, le Rassemblement National demande la création immédiatement d'une commission d'enquête pour se saisir du sujet.
Et nous y répondrons d'ailleurs au Sénat par un texte qui est déposé par Rachid Temal, très rapidement, pour essayer d'amener la majorité sénatoriale à se saisir du sujet. Mais là, on sent que c'est froid et qu'on n'arrivera pas à bouger institutionnellement au niveau du Sénat. À partir de là, et on revient à la question qu'a évoquée tout à l'heure Jérôme, par exemple, sur les moyens que nous avons, dont nous disposons pour obtenir des renseignements. Et je demande donc au ministère de me fournir tous les éléments sur le fonds Marianne à leur disposition. Et à partir de là, nous voyons qu'effectivement un certain nombre d'éléments qui avaient été donnés par la presse étaient justes, et je demande la création d'une commission d'enquête. Que je voudrais en dire en conclusion, parce que c'est ça l'important, c'est que ça a été mené avec, et ça a été vécu, je crois, par tout le monde, comme quelque chose d'extrêmement sérieux, d'un travail tout à fait pertinent, complet, qui a permis de mettre les responsabilités là où elles étaient, pas en dessous des responsabilités, mais pas non plus excessivement au-dessus des responsabilités, en mettant en cause à la fois l'administration, mais aussi en mettant en cause le politique, et en permettant surtout à chaque Français de se dire, eh bien oui, il y a des moyens de contrôle qui existent de l'action du gouvernement, eh bien oui, on peut arriver à avoir la lumière sur ces événements-là. Et moi, une de mes fiertés, c'est que quand je prends le métro, alors ça va passer, vous savez, ça passe très vite la vie, mais quand je prends le métro aujourd'hui, en particulier dans des quartiers populaires vers le centre-ville, vous avez des tas de gens qui m'arrêtent aujourd'hui pour me féliciter et pour surtout avoir donné les explications qui permettaient de se faire une opinion réelle sur l'action du gouvernement. Merci. Merci à Claude, Marie-Pierre, Jérôme, qui vont laisser leur petite place au profit de Dominique Potier, Hervé Gillet et Anna Pic sur une séquence plutôt tournée sur les questions environnementales. Anna, Hervé. Mon gamin. C'est à toi. Alors, on va commencer, si je ne me trompe pas, par Dominique Potier. On va passer d'une commission d'enquête à une autre. Vous savez que Dominique est engagé de longue date sur les questions agricoles, mais aussi sur la transparence des affaires, là où certains réclament un secret des affaires. Il est engagé sur la responsabilité sociale, environnementale des entreprises, et il a joué à ces combats-là celui de la lutte contre les lobbies et les intérêts particuliers qui font obstacle à l'intérêt général et aux décisions politiques. Dominique, à toi. Merci Boris. On sort à l'instant d'une commission nationale agricole du groupe du Parti socialiste, et je voudrais dire qu'on se situe au Parlement dans la continuité du travail qui est fait au sein du parti sur l'agroécologie, sur le partage de la terre et sur une nourriture de qualité pour tous. Je pense à Guillaume, à Stéphane, à tous ceux, à Chantal, à tous ceux qui portent ces combats à l'Assemblée, mais en écho à ceux du parti et de la société civile, je voulais le dire à cet instant. Cette commission d'enquête, elle est celle du groupe socialiste. Chaque année, on a droit à une commission d'enquête. On a délibéré entre nous et choisi ce sujet parce qu'il était un sujet témoin, un sujet totémique des enjeux de transition sociale et écologique. Et nous portons donc cette commission d'enquête. Je le fais en binôme avec Mélanie Thomas, à qui on doit notamment d'avoir battu Richard Ferrand aux dernières élections. Et je suis fier de faire équipe avec elle sur ce combat. Inutile de faire la démonstration de l'enjeu, je crois, du combat des pesticides. On a repris 3 dates clés pour nommer cette commission d'enquête sur les 10 ans passés. 10 ans, c'était le premier rapport de l'INSERM qui pointait la prévalence des maladies chroniques avec l'exposome aux produits chimiques. Le rapport de 2021 vient confirmer ces études sur la prévalence dans les maladies chroniques. Il y en a 6, je vous épargne l'exposé des malheurs, mais elles sont des maladies extrêmement de santé publique qui touchent l'ensemble des populations. Il y a bien sûr cette alerte publication du 15 mai de cette année sur un consortium international sur l'effondrement de la biodiversité, 40% des espèces d'oiseaux dans les plaines occidentales liées aux pratiques de l'agriculture industrielle. Et puis, peut-être encore plus alertant aujourd'hui, la question de l'eau. Vous savez tous qu'on a des questions de stress hydrique et de pénurie ponctuelle d'eau qui vont monter. Et le principal moyen de dépolluer l'eau, c'est sa dilution. Nous serons privés de ce moyen de dilution par les stress hydriques. Donc la question de la qualité de l'eau devient une question de sécurité alimentaire sur simplement l'accès à l'eau.
au moins pour ces 3 sujets, santé humaine, santé environnementale. Il était urgent de se saisir de cet enjeu. Cette commission d'enquête qui va être conclue juste avant Noël, le 19 décembre, vise à faire le tour des exposés scientifiques sur le sujet, à faire un état de l'art de la science. Elle vise à tirer le constat qu'on a une forme d'incurie publique parce que depuis 10 ans maintenant, les résultats sont minimes, voire totalement insignifiants. Et nous en ferons la démonstration, contrairement à la propagande gouvernementale qui semble dire qu'il y a des progrès aujourd'hui. Nous démontrerons que ce n'est pas le cas et en tout cas qu'ils ne sont pas à la hauteur des enjeux depuis le Grenelle de l'environnement et les lancements des plans certificataux. Nous analyserons l'ensemble du jeu des acteurs publics et privés qui créent ces conditions de l'incurie. La dépendance des lobbies de l'agrochimie et de la complaisance d'une partie de la corporation sont bien sûr des facteurs importants, mais également les dissonances entre le droit européen et le droit français. Et comme toujours, nous ne ferons pas que du plaidoyer, nous ferons des explications économiques, sociales, institutionnelles. Nous nous poserons la question de que peut le droit dans une démocratie qui vise à s'affranchir de la dépendance aux pesticides. Nous le ferons dans un contexte de bataille politique, puisque nous avons une offensive organisée de la droite et de l'extrême droite, de la droite libérale, de la droite autoritaire et de l'extrême droite, pour remettre en cause aujourd'hui un des principaux acquis du mandat de François Hollande sous l'autorité de Stéphane Le Foll. C'était l'autorité donnée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de déterminer quand un produit était toxique pour la santé humaine et de ne pas revenir sur cette décision. Donc c'est une décision politique de confier une autorité scientifique en dehors de tout lobby. Il y a une offensive coordonnée aujourd'hui, notamment par une offensive de la droite sénatoriale sur la loi Ferme France, reprise à leur vie par l'extrême droite et portée à l'échelle européenne pour remettre en cause le droit européen et ce principe de séparation des pouvoirs en matière de sécurité sanitaire. C'est donc un combat politique majeur contre ce qu'on pourrait nommer une dérive illibérale qui se manifeste aujourd'hui. Nous allons mener ce combat de toutes nos forces et rendre notre rapport avec comme angle la santé globale et en n'oubliant pas qu'au-delà des questions agricoles, les pesticides, c'est aussi une question industrielle. Un seul chiffre, et là nous retrouverons à la veille des européennes la fierté des socialistes et des sociodémocrates qui portent les combats de la mondialisation par la régulation. Le textile à lui seul, et je pense au drame de Chine et de cette production industrielle de masse, du jetable, etc. Le textile jetable, c'est 23% des pesticides dans le monde. Que ça vienne de l'industrie ou de l'agriculture, nous rappeler qu'on est au cœur du sujet de Blois cette année, puisque les premières victimes des pesticides, ce sont les travailleurs de la terre les plus exposés ici et au bout du monde. Les premières victimes, c'est ceux qui sont mal logés, exposés à un environnement toxique par l'air et par l'eau. Et les dernières victimes, c'est ceux qui sont victimes d'une malbouffe qui concentre tous les effets d'une agriculture dont nous ne voulons plus aujourd'hui. C'est donc un combat social et écologique, le combat que nous porterons à l'Assemblée en votre nom. Merci. Merci à Dominique. Et en lien avec les questions que vient d'évoquer Dominique, il y a la gestion durable de l'eau. Le groupe socialiste au Sénat a décidé donc pour la session 2023 en fait de porter cette problématique et c'est Hervé Gillet qui est notre chef de file en la matière à qui je passe la parole pour 3 minutes. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous avons vécu 2022-2023 avec une forme de choc climatique dans notre pays, mais au niveau mondial et international. Et malheureusement, ces sujets, tu l'évoquais Dominique, de stress hydrique, prennent une ampleur vraiment particulière aujourd'hui. Donc notre groupe a décidé effectivement de mettre en place cette mission d'information sur la gestion durable de l'eau, parce que la notion des ressources aujourd'hui touche plus particulièrement justement aussi les précaires, pour raccrocher au thème majeur de nos interventions aujourd'hui. Et il faut s'en soucier. Philippe Brun parlait justement au niveau énergétique, mais l'eau aussi est une ressource absolument essentielle, est un bien commun qu'il faut préserver. Mais derrière cette préservation, il faut également travailler politiquement sur ces conflits d'usage qui sont en train de monter en puissance aujourd'hui et qui vont nécessiter des qualités de médiation politique à tous les niveaux, sur le plan international, national, mais sur les territoires. Les dernières actualités nous le démontrent en la matière et nous avons, au travers de cette responsabilité, à tracer des voies
qui permettent justement d'essayer de mettre autour de la table l'ensemble des usagers, l'ensemble des industriels, l'ensemble des filières, pour essayer de préserver effectivement cette ressource dans les meilleures conditions. C'est bien l'objet de ce rapport, de cette mission d'information qui a été approuvée à l'unanimité et qui, je l'espère, va ouvrir aussi des voies législatives et qui vont nous permettre de renforcer nos travaux collaboratifs entre le Sénat et l'Assemblée nationale. N'oubliez pas que derrière la ressource, il y a également l'accessibilité. Vous avez entendu au niveau du plan eau la notion de tarification différenciée qui pourrait effectivement se mettre en place. Et il nous faudra, nous, politiquement, nous saisir aussi de ce sujet pour parler aussi de la tarification sociale, justement, et permettre à ce que les gros consommateurs s'engagent dans des chemins de sobriété, mais permettre à ce moment-là à ce que le citoyen ordinaire puisse, lui, bénéficier de tarifs tout à fait accessibles et surtout de préserver à la fois la qualité et la quantité des eaux. Ce chemin-là, c'est un chemin qui devra aussi s'appuyer sur une décentralisation renforcée, parce que la gouvernance de l'eau est à la croisée des chemins entre les comités de bassin, mais les conseils régionaux, départementaux, les métropoles et les collectivités locales. Et nous allons aussi avoir un devoir à structurer nos politiques en la matière pour être plus efficaces et plus efficients. La sobriété, il faudra la partager tous avec des nouveaux contrats, des nouvelles approches de politique contractuelle. Mais vous l'entendez bien, derrière ces enjeux, c'est avant tout d'éviter qu'il y ait des usages excessifs, des appropriations excessives effectivement de la ressource. Ce travail, nous allons effectivement le mener ensemble et vous l'entendez bien, derrière tout cela, il y a avant tout aussi préserver pour nos citoyens et préserver pour les précaires ces notions d'accessibilité. Alors Hervé était impeccable sur le timing, ce qui me permet de dire à Anna qu'il faut l'être. Dominique ayant pris quelques largesses. On a parmi les défis considérables qui nous font face celui de la transition énergétique. C'est un sujet que nous avons investi à l'Assemblée et au Sénat de bien des manières à travers la loi d'accélération des énergies renouvelables, dont Dominique Potier, avec d'autres, a été l'une des chevilles ouvrières. On a engagé un gros travail avec nos amis sénateurs et beaucoup d'experts sur ce que serait la proposition de mix énergétique des socialistes. Et Anna, qui est élue à Cherbourg, est totalement partie prenante de ces débats-là, puisqu'elle est dans un territoire où l'industrie nucléaire occupe une place extrêmement importante. Et elle avait organisé, il y a quelques mois maintenant, un séminaire sur place auquel nous nous étions rendus et qui nous avait donné l'occasion d'une meilleure compréhension des enjeux du moment. Anna, à toi. Merci. Effectivement, nous avons eu une année qui a été marquée par un certain nombre de textes concernant l'énergie, mais en fait, pas le texte qu'on attendait. Donc, c'est pas grave, ça nous donne l'occasion d'un travail approfondi, comme a pu le dire Boris. D'abord, on a eu ce fameux projet de loi pour l'accélération des ENR. Alors, avec Stéphane Delautrette, avec Dominique Potier, avec Marie-Noëlle Battistel, on a quand même d'abord considéré que ce texte avait une philosophie libérale qui n'était pas la nôtre et que nous devions travailler à l'amélioration de ce texte qui, au moins, posait un certain nombre d'enjeux. Nous n'y trouvions pas ce qui est notre identité de socialiste, c'est-à-dire notre capacité à penser, planifier dans les territoires justement une industrie nouvelle et une transition pour l'environnement et pour une transition énergétique. Parce que nous devons changer de modèle et ce n'est pas dans ces projets de loi que nous pouvions trouver ça. Alors, nous avons réussi ensemble à passer 70 amendements qui ont permis d'abord d'engager véritablement ce texte dans une bifurcation dans le développement des énergies nouvelles renouvelables face à une droite et à l'extrême droite qui tout particulièrement a un usage tout politicien en fait de la notion d'acceptabilité, en particulier un usage politicien de ce que sont les éoliennes terrestres, puisqu'il nous semble que nous avons là des Don Quichotte toujours prêts à se battre contre ces moulins à vent. Donc nous avons aussi contré cette dérégulation voulue par le gouvernement pour protéger nos sols et nos sols naturels et agricoles, et puis imposer un véritable partage de la valeur en proposant des compensations qui seraient distribuées collectivement
par le bloc communal afin d'avoir des cercles vertueux autour de ces nouvelles énergies. Et enfin, cette idée, parce que nous en avons besoin aussi, de structurer une filière française et européenne pour répondre aux défis industriels, puisque dans ces textes, il n'y avait pas non plus les enjeux de formation, mais il y a un enjeu industriel pour la massification de la production des énergies nouvelles renouvelables. Donc sur ce texte, il y a eu des avancées, ça ne correspondrait évidemment pas à ce que nous souhaiterions. Et tout ça, derrière, nous avons ce projet de loi pour l'accélération de la construction des installations électronucléaires. Alors un projet de loi sur lequel... 30 secondes, pas de problème, j'arrive. Nous sommes battus un combat pour la qualité de la sûreté nucléaire, parce qu'au-delà de la production, il y a effectivement une filière où, nous le savons, il y a de nombreux enjeux et des enjeux de sûreté et de sécurité. Vous le savez, nous nous sommes battus contre la fusion ASN-IRSN. Nous avons réussi, dans un premier temps, à éloigner un peu ce risque-là. Néanmoins, aujourd'hui, on le voit revenir par la petite porte et il faudra très certainement nous battre beaucoup plus que ça. Et donc, Boris le disait, j'ai emmené les députés jusque chez moi et autant vous dire que quand on leur parle de Cherbourg-en-Cotentin, ça leur paraît le bout du monde. Donc, et ils ont eu, nous étions au mois de mai, mais ils ont connu un mois de mai très particulier avec d'une grande fraîcheur. Ils ont connu le vent du Cotentin. Et parce que dans ces textes, en fait, on prend toujours les choses par les petits bouts de la lorgnette. Soit c'est des questions administratives, soit c'est des questions de production, mais le nucléaire, lorsqu'on parle d'installer de nouveaux EPR éventuellement, eh bien le nucléaire, c'est pas de l'immobilier. Oui, je sais, j'ai vu. C'est pas de l'immobilier, c'est un peu plus que ça. Et donc, eh bien, nous avons été voir ce qui pouvait se dérouler sur la filière nucléaire et puis surtout aussi comment un territoire pouvait construire le mix énergétique avec les installations, les grandes pales éoliennes qui sont faites à Cherbourg. Il y a l'éolien offshore, il y a le nucléaire, mais qui ne doit pas rester notre horizon. Et puis, il y a les projets innovants, tels que celui que nous avons pu présenter du Construction mécanique de Normandie, un projet d'hydrolienne qui pourrait remplacer jusqu'à 2 réacteurs EPR. Pour la France, c'est un enjeu important et le rat Blanchard, il n'existe nulle part ailleurs et nous espérons que ce sont les hydroliennes que nous fabriquons qui pourront un jour l'investir. Voilà. Merci Anna. Un petit point d'ordre, mes chers camarades, est-ce que vous avez constaté comme moi que les députés ont parlé plus longtemps que les sénateurs? Non, pas du tout. Mais dans la dernière série, il y aura 2 sénateurs et un député. Donc tout ira bien. Merci à Dominique, merci à Hervé, merci à Anna. Et j'appelle le dernier panel avec Inaki Echaniz pour la question du logement, Lucien Stanzione sur un sujet historique et David Assouline. Mon cher David, donc pour nous parler de sa PPL qui a été évoquée par Sylvie Robert sur la liberté des médias et la concentration des médias dans le cadre de la commission d'enquête qu'il a portée il y a maintenant 1 an et demi au sein du Sénat. David? Merci. Logement. Alors on va démarrer avec Iñaki qui est le plus jeune des députés socialistes. Donc on veille sur lui et sur sa bonne croissance. C'est un peu le casus clé des députés socialistes, c'est-à-dire qu'il est rapide comme la guêpe et il pique comme l'abeille. Et sur la question du logement, il ne s'en laisse pas compter puisque le bilan du gouvernement est catastrophique. Et je salue la présence des Macos qui pourrait en être la procureure accablante. Voilà, à toi. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Boris pour cette introduction et je confirme que Emma pourrait être une excellente procureure de la question du logement pour avoir été hier avec elle au Pays Basque pour les rencontres d'Inchoseta avec le ministre et elle a eu une standing ovation par sa verve et sa volonté de faire bouger la question du logement et je pense que le ministre a bien entendu les enjeux qui l'attendent. Parce qu'effectivement, l'enjeu du logement est essentiel pour notre société aujourd'hui et pourtant il est le grand oublié de la politique d'Emmanuel Macron depuis 6 ans. Le logement vit une véritable crise partout sur les territoires, que ce soit
du nord de la France chez Patrick Caner jusqu'au Pays Basque chez moi. Pourtant, c'est un enjeu de cohésion des territoires, de cohésion sociale et surtout un enjeu de pouvoir d'achat. On pourra toujours faire des chèques énergie, on pourra toujours essayer de revaloriser l'indemnité de rentrée tant qu'on ne parlera pas du logement et de la part de dépenses des ménages dans la question de leur loyer, on ne réglera pas la question du logement. Et cette crise, elle est notamment due à l'ouverture au cas de vent de la question du logement aux lois du marché et notamment dans certains territoires dont le mien, la question d'Airbnb. Airbnb qui vient vampiriser nos territoires et qui vient transformer, je parle du Pays Basque, je parle de la Bretagne, je parle de la Corse, je parle aussi de territoires qui ne sont pas vus sur le plan touristique depuis Paris, c'est le cas des vallées béarnaises mais aussi de l'intérieur des territoires, qui sont vampirisés par Airbnb qui vient remplacer le logement permanent pour du meublé de tourisme à courte durée. Sauf qu'il y a des habitants sur ces territoires, nous ne sommes pas des centres de vacances, nous vivons à l'année, nous avons besoin de services publics et aujourd'hui on se retrouve dans une situation où les habitants ne peuvent plus se loger. Un exemple très simple, à Bayonne, l'été, les aides-soignants, les infirmiers sont amenés à dormir dans leur voiture au camping parce qu'ils n'ont plus de logement, parce qu'ils sont mis hors de leur logement, de leur location, l'été, pour pouvoir faire du Airbnb par les propriétaires. Et cette situation, elle s'explique par un système extrêmement avantageux pour les meublés de tourisme. Aujourd'hui, un propriétaire qui veut louer son appartement sur Airbnb, il va avoir droit à 71% d'abattement sur ses revenus. 71% d'abattement, c'est, je pense, la niche fiscale la plus importante qui existe dans notre système fiscal français. Alors qu'un propriétaire qui va louer à l'année va n'avoir que 30% d'abattement fiscal. Et personne jusqu'à présent, ni au gouvernement, ni chez Airbnb, n'a su justifier ces 71%. Donc on est monté au créneau sur ce sujet, notamment avec Boris. On a posé des questions à Bruno Le Maire et à feu Olivier Klein, qui n'ont pas su répondre au début. Puis il y a eu le rapport de la Fondation Abbé Pierre où Aurore Berger, qui malheureusement est devenue ministre depuis, a dit que Airbnb était un fléau. Et avec Boris, on s'est dit, banco, allons-y, faisons une proposition de loi. Nous l'avons écrite pour rééquilibrer à la fois la question fiscale, pour donner plus d'outils à nos maires, à nos élus locaux, à nos présidents d'intercommunalité pour pouvoir agir et réguler la question du logement, parce que dès qu'ils le font aujourd'hui, ils sont attaqués en justice par Airbnb ou par des consortiums de propriétaires. Je vais vite. Nous avons fait cette proposition de loi. Nous l'avons proposée en semaine transpartisane. Ça n'a pas été accepté, mais on a eu un deal avec Renaissance. Ils nous ont proposé de travailler à une proposition transpartisane. Je me suis posé la question parce que je suis un farouche opposant à Emmanuel Macron et ça me titillait quand même de signer avec une députée Renaissance. Mais on l'a fait pour l'intérêt des habitants et de la population. Elle a été inscrite à l'ordre du jour de la semaine transpartisane du mois de juin. Elle était inscrite en commission des affaires économiques. Nous avions des administrateurs qui étaient nommés. Et malheureusement, le jeu politique, notamment du MoDem, qui se veut le chante par François Bayrou de représentants des territoires, a fait retirer ce texte-là uniquement par une ambition politique et par la jalousie de voir un nouveau député, le seul député qui n'appartient pas au MoDem des Pyrénées-Atlantiques, s'emparer de sujet et arriver à l'inscrire à l'ordre du jour. Donc cette proposition, elle a été retirée, et je vais conclure là-dessus, nous avons eu un échange hier avec le nouveau ministre qui est lui aussi issu de nos rangs, et nous lui avons bien fait comprendre qu'il était attendu au tournant et que nous saurons lui dire ses 4 vérités s'il n'assume pas la feuille de route qu'il a fixée hier. Merci. Voilà, il pique comme l'abeille, hein, c'est ce que j'avais dit. Merci. Oui, tu as évoqué Patrice Vergrit, issu de nos rangs. Bon. C'est pas une garantie. C'est pas une garantie, oui, puisque je pratique l'intéressé dans le Nord. Et nous verrons bien en sénatorial, c'est un autre débat, avec ses grands électeurs. Lucien Stanzione, ici ou là-bas, donc sur une question qui peut paraître historique, mais qui finalement nous permet de dire que nous avons une histoire parfois pas très glorieuse et qu'il faut savoir réparer, mon cher Lucien. Chers camarades, bonjour à tous. Oui, alors ça va sortir un petit peu de tout ce qui est opérationnel tel qu'on a pu le voir là sur les divers témoignages. Ça concerne les biens mal acquis. Vous savez qu'il y a toute une histoire sur ce problème-là. Et alors je voudrais d'abord rendre un hommage à
à Jean-Pierre Sueur, qui a été le premier à lancer ce thème autour d'une loi sur le développement. Il a proposé un amendement qui a permis effectivement à ce que les biens qui ont été mal acquis, notamment de la part de certains dictateurs africains, le produit des ventes de ces biens-là, lors des saisies, puisse être réinjecté dans l'économie du pays, notamment sur des actions de coopération. Et donc Jean-Pierre, qui va terminer son mandat dans un mois, là, à peu près, je pense qu'on peut lui rendre hommage sur ce sujet. Et donc là, le groupe socialiste, et donc à la demande de Sylvie Robert, qui en est le chef de file de la commission de la culture pour les socialistes, eh bien, j'ai été chargé de travailler sur trois textes, deux qui ont été adoptés, l'un qui concerne la restitution des biens spoliés aux Juifs. Alors, on n'en a pas beaucoup entendu parler, mais ça concerne probablement beaucoup de monde parmi nous. Et au niveau de la France, le deuxième texte qui a été adopté, c'est la restitution des restes humains. Alors, c'est un sujet qui n'est pas très engageant, mais en tout cas, ça pose problème. Puis alors, il y a un troisième texte qui est en devenir au mois de novembre, qui concerne la restitution des biens mal acquis qui ont été soit volés, pillés lors de la période difficile de la colonisation, notamment de l'Afrique, et où, eh bien, là, il se passe pour l'instant beaucoup de choses, quoi. Je crois que l'objectif de ce travail-là, c'est d'abord de simplifier les restitutions, puisque chaque fois qu'on veut rendre un bien à un pays, et il y a eu quelques exemples dernièrement, il faut que chaque fois le Parlement soit saisi, surtout quand ce sont des biens qui sont détenus dans des musées publics, le Parlement soit donc réuni, que les députés légifèrent, que les sénateurs également, pour un seul objet. Donc c'est très lourd. Du coup, il a été prévu que le dispositif soit allégé par une commission. Deuxièmement, c'est moraliser la pratique, parce qu'il se passait un peu n'importe quoi dans le domaine. Et enfin, c'est aussi éviter que le président de la République ne fasse n'importe quoi avec ces objets-là, puisque, comme vous le savez, chaque fois qu'il fait une visite dans un pays étranger, il passe dans un musée français, il prend un objet et puis il s'en sert pour faire un cadeau quand il arrive dans le pays en question, en disant, ben, vous voyez, moi je suis un bon président de la République, je vous rends ce qu'on vous a spolié. Et alors que les choses ne doivent pas se passer de cette façon-là. Voilà, donc ce sont des textes dont on ne parle pas beaucoup, mais qui ont de l'importance dans la vie du quotidien, puis dans la vie de notre pays. Et d'ailleurs, pour le dernier texte, ça va être une bataille politique importante qui va se mener, parce qu'il y a des implications, notamment sur nos relations nord-sud, à venir, et Dieu sait que c'est difficile actuellement. Merci à tous. Merci. Merci Lucien. Vous voyez la diversité de nos interventions, tant à l'Assemblée qu'au Sénat. Et je voudrais donner la parole au dernier intervenant, sachant que d'autres sénateurs, d'autres députés nous ont rejoints, sénateurs et sénatrices et députés nous ont rejoints, donc ils pourront répondre aussi à vos questions dans quelques instants. Et je voudrais terminer par celui qui est aujourd'hui le cauchemar de Bolloré, David Assouline. Pas tellement. Tu te mets là-bas ou pas? Va là-bas. David, donc, qui est le monsieur audiovisuel, le monsieur liberté de la presse. Ça a été introduit tout à l'heure par Sylvie Robert, je l'en remercie. Et David nous a rejoints. Et donc, tu as la parole sur les grands chantiers qui ont été les siens. Et tout à l'heure, on a évoqué Jean-Pierre Sueur, qui ne sera plus sénateur à compter du mois d'octobre, parce qu'il en a décidé ainsi. Je voudrais aussi remercier David Assouline, qui a décidé aussi d'arrêter sa vie politique de parlementaire, et le remercier au nom du parti pour tout le travail qu'il a mené pour notre pays et pour le parti. Merci. Oui, il a bien précisé ma vie politique de parlementaire. Certains étaient déjà très heureux. Donc je veux dire que Sylvie a parlé du sujet d'actualité sur lequel on a essayé de peser avec une PPL donc,
qui répondait en partie à la crise du JDD et au fait de permettre au maximum de garantir l'indépendance des médias et l'indépendance de la presse. C'est une mesure très précise qui se veut dissuasive, mais qui ne répond pas à l'ensemble de la problématique de la concentration des médias et de l'indépendance des médias. Le président de la République a décidé de faire ce qu'il avait dit qu'il ferait, mais bien en retard par rapport à ce qu'il avait promis. Les états généraux de l'information sont lancés, donc à partir de septembre, il va y avoir un débat public dans la société. Et en tous les cas, il faudra nous être à fond dedans avec des propositions sur la question de l'information, qui est un enjeu majeur. On ne peut pas constater qu'il y a la montée de ces illibéralismes, de ces autoritarismes, de ce populisme, et regarder avec comme un sujet secondaire ou un sujet secondaire, ce qui remet en cause de façon fondamentale la démocratie. Parce que la liberté d'expression en France est née d'une loi qui était la loi sur la presse, et tout le fond culturel et de droit qui en est issu vient de cette loi sur la presse. À partir du moment où, aujourd'hui, il y a de telles concentrations qui parfois ont des buts économiques, mais quand on voit le projet de Bolloré, il est idéologique. Ça va de l'édition des livres scolaires jusqu'à la télé, la radio, les journaux, la presse écrite, les plus populaires, Paris Match, JDD, etc. On voit qu'une telle entreprise, un tel rouleau compresseur médiatique change la donne et le substrat culturel des valeurs qui font que l'on vit ensemble en République. Et donc, tout azimut, au Sénat, le groupe socialiste a pris l'habitude d'être en pointe sur ces questions. Nous avons déposé une PPL qui a été adoptée à l'unanimité pour la première fois taxer les GAFAM, et Google en particulier, sur le pillage de l'information produite par la presse sans la payer, ce qui permet un retour financier important pour la presse, même s'il y a des trous dans la raquette, parce que la grande presse française n'a pas redistribué très normalement, en tous les cas peu aux journalistes, cette manne qui vient de là. Donc on l'a fait. On s'est battu ensemble d'ailleurs avec les camarades de l'Assemblée nationale sur la question de la redevance, avec une PPL commune que nous avons déposée. Et cet enjeu, quand on parle d'indépendance et de pluralisme de la presse, on doit se rendre compte à quel point dans cet environnement est précieux le service public. On peut considérer que le service public aussi peut être dans les mains du pouvoir politique, et ça arrive souvent. En tous les cas, que la pression est forte pour que ce soit le cas. Mais franchement, heureusement qu'il y a Radio France, qu'on peut écouter France Inter le matin, qu'on peut avoir France Télévisions, quand on voit à côté ce qui se passe, quand c'est Bolloré ou d'autres milliardaires qui dirigent. Et donc, cette défense du financement de l'audiovisuel public, c'est un combat qui est encore devant vous, puisque je ne serai plus là, et va se reposer la question, puisque le mode de financement proposé par le gouvernement était un mode de financement qui s'arrête au 1er janvier 2025, parce que c'est une portion de la TVA redirigée, et il faut qu'il propose quelque chose de plus pérenne. Donc, vous allez mener ce combat, vous, demain, mais ne le minimisons pas. Et puis, sur la question de Bolloré et de la concentration, gardons le leadership. On a les socialistes à gauche, et même avec la commission d'enquête sur la concentration des médias, qui a quand même fait, il y a 600 pages, hein, je vous les lire. Bon, ça a ouvert ce débat public. Je finis en vous disant que les socialistes ont eu le leadership, il faut le garder, et il faut, avec Sylvie à l'Assemblée, avec toi au Sénat, avec toi à l'Assemblée, que vous ne laissiez pas à d'autres ce leadership, parce que c'est un marqueur politique important pour demain. Bon courage.
Merci. Il nous est malheureusement dit que nous n'avons pas de temps de questions. Alors je vous invite à ce que les questions que vous pouviez avoir, vous n'hésitiez pas à les poser finalement dans d'autres cénacles que celui-là aux parlementaires. Qu'on va inviter Patrick et moi à revenir auprès de nous en vous rappelant et l'un et l'autre que nous avons fait des bilans de cette première année qui sont disponibles sur chacun de nos stands gratuitement. Vous pouvez en prendre des exemplaires. Nous avons mis aussi, pour ce qui concerne les députés, quelques-unes de nos interventions sur des textes un peu structurants de la législature. Tout ça est disponible et nous sommes, d'une manière générale, à votre disposition. Alors si les parlementaires peuvent revenir, Hervé, Anna, Philippe. Ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Voilà, ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Dominique. Allez, c'est juste une petite photo. Richard, et après on te libère la scène. Chantal Jourdan. Simplement, parce qu'on se fait engueuler, vous remercier toutes et tous de votre écoute, vous remercier au quotidien pour votre soutien. Notre devoir est de vous rendre des comptes, c'est ce qu'on a essayé de faire ce matin. Les combats sont âpres, mais nous avons la conviction qu'ils sont justes et que nous pouvons les gagner. Voilà, merci à toutes et à tous. Et donc, rendez-vous sur l'esplanade tout de suite.